Voilà, je rappelle que nous sommes en compagnie de Memel Espérance, mon enfant autiste et toute ma fierté. Memel Espérance, il faut dire que vous êtes mère de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Et je vous informe, très chers téléspectateurs, que la fille est âgée de 31 ans. Si elle est née de la fratrie, ben on ne dirait pas, j'entends « ouh », ils sont étonnés dans le public. Mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons plutôt parler du jeune Marvin Saoui, âgé de 15 ans. Voilà, et souffrant d'un trouble de développement qu'on appelle autisme. Espérance, racontez-nous, s'il vous plaît, l'histoire de ce jeune homme. Merci à toute l'équipe de ce midi. Merci aussi aux spectateurs et aux téléspectateurs qui nous écoutent. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci aux autorités, parce que je veux en ce moment attirer leur attention. Là, je pensais que j'étais dans un sujet que je pensais être public en Côte d'Ivoire. Et le micro-trottoir me fait comprendre qu'il y a du boulot. Un vaste chantier de parler de l'autisme en Côte d'Ivoire. Je vais parler de Marvin. Marvin est né comme tout enfant, grossesse bien développée normalement, accouchement normal. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il ne parlait pas. Il ne parlait pas, on m'a fait comprendre que c'était un souci du conduit ORL et qu'il avait des végétations. J'ai fait opérer mon enfant inutilement parce que ça n'avait pas sa raison d'être dans les développements de mon enfant et dans sa prise en charge. L'enfant a été opéré en 2000, à l'âge de 2 ans et demi. Ensuite, jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne parlait toujours pas. Je retourne encore voir le médecin, il me dit, bon, on va voir s'il faut faire une opération et tout. Je dis, bon, c'est bon. Moi, je prends mon enfant, je pars. Chercher sous d'autres cieux comment trouver une solution pour l'enfant, parce que jusqu'à 5 ans, un enfant qui ne parle pas, ça devient compliqué dans une famille de communiquer déjà. Et il ne peut pas aller à l'école. Même s'il va à l'école, il fait quoi? À l'école, les autres parlent, ils ne parlent pas. Ils n'entendaient peut-être pas. Parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et on est arrivé en France en 2009. Ça, c'était en fonction du diagnostic qui avait été posé ici parce qu'on dit qu'il avait des soucis du conduit ORL. D'accord. Et après, je dis, bon, moi, si c'est comme ça, je vais aller chercher. Quand même, il faut que je sache. Un enfant, quand on met un enfant au monde, c'est pour qu'il puisse parler, aller à l'école, faire des choses comme tout autre enfant. Il ne sera pas là à être un boulet. Pour moi et pour ses frères aussi. Mais justement, est-ce que la venue d'un tel enfant a modifié vos habitudes? Oui. Au niveau de la cellule familiale? Oui, ça modifie dès l'instant où l'enfant ne peut pas exprimer ses besoins. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté pour l'aider à faire ce qu'il a à faire. Et quand il a un besoin vraiment pressant, il va venir, il ne va jamais lui-même aller chercher. Il va venir prendre la main d'autrui, même quand il a envie de boire de l'eau, il va prendre la main d'autrui pour aller vers le robinet pour dire qu'il veut boire. C'est compliqué. Quand il a mal à la tête, comment il va vous dire qu'il a mal à la tête? Ce n'est pas des crises. Là, il devient coléreux, parce qu'il ne sait pas comment faire comprendre à celui qui est à côté, je souffre de ci ou de ça. C'est vraiment un souci d'avoir ce genre d'enfant. Mais au final, quand cet enfant il est pris en charge, au final, ça devient, moi je dis, ça devient une bénédiction. Et ça devient quelque chose de formidable. On y reviendra, mais voilà. Je veux dire que c'est peut-être supportable pour la mère, mais c'est quoi la réaction des enfants qui ont grandi? Je parle de l'aîné, et puis du deuxième, du troisième, parce que lui, il vient en 4e position. Tout à fait. Ils réagissent comment? Parce qu'il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence entre eux et Marvin. Tout à fait, il y a une différence. Et ces enfants, bon, déjà quand on est arrivé, Marvin a été diagnostiqué. Il reste maintenant la prise en charge. Et quand tout va se mettre en place, il faut qu'il y ait la contribution de toute la famille. Toute la maison doit contribuer à l'évolution de Marvin et à la nouvelle vie de Marvin, qui est que Marvin va vivre va apprendre tout comme un bébé. Ça veut dire qu'il va apprendre à parler, il va apprendre à manger, il va apprendre à tenir les objets, il va apprendre à se déplacer, il va apprendre aussi à aller vers les autres, parce que c'est des enfants qui ne vont pas vers les autres. Et donc, il faut aussi préparer ses frères, ses sœurs. Donc, d'où l'intérêt de prendre en charge toute la famille. Et comment cette prise en charge-là s'est passée? Je veux dire qu'une fois que Marvin, à l'âge de 5 ans, je crois, a été diagnostiqué autiste, dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quand même un coup dur pour toute la famille. Moi, personnellement,
parce que je suis passée quand même à une phase j'ai fait une paralysie faciale quand j'ai appris le diagnostic de mon enfant. Pour moi, l'Africaine, l'Ivoirienne qui se retrouve en France avec un enfant qui a ce trouble-là, tout de suite, tu vois les yeux, le regard des autres. Et qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma famille va dire. C'est ça qui devient supportable. Ce n'est pas l'handicap en lui-même ou le fait que l'enfant soit dans la famille qui devient un problème. Le problème, c'est le regard des autres. Le problème, c'est quand diront-on. C'est ça qui font qu'aujourd'hui, il y a des parents qui se permettent de cacher leur enfant parce qu'ils n'ont pas envie de paraître pour une maman qui porte, ou bien une famille où il y a un enfant qui est maudit. Parce que c'est ça, cet enfant, il est automatiquement taxé comme un enfant maudit. Ce n'est pas le cas en France. On a eu la chance d'être pris en charge, on a eu la chance d'être accompagné aussi par des psychologues pour nous dire, voilà comment vous devez faire avec l'enfant. Si l'enfant fait les crises, c'est parce qu'il a des besoins, et ces besoins, aidez-le à vous exprimer ses besoins en montrant du doigt ou en touchant là où il a mal, pour vous dire que j'ai mal là où j'ai mal. Avant de passer la parole à Jessica qui a une question pour vous, on voudrait, c'est vrai que vous nous avez donné quelques détails, mais on veut avoir encore plus d'informations sur tout le processus qui a aidé l'enfant aujourd'hui à se développer, parce que ça s'est fait quand même par étapes. Par étapes, tout à fait. On est arrivé, il a été diagnostiqué en mars 2010. 6 mois après, Marvin a commencé à parler. Pour que Marvin puisse parler, il faut mettre en place les séances d'orthophonie. Il faut mettre en place les séances de psychologie. Il faut mettre en place les séances de psychanalyste. Il faut mettre en place aussi des séances de motricité. Donc, psychomotricité. Il faut aussi qu'ils rencontrent et fassent de la balnéothérapie parce que c'est des enfants, quand ils deviennent violents, il faut pouvoir les mettre dans l'eau. L'eau les calme en fait. Soit l'eau, soit les animaux, des choses comme ça. Mais Marvin a très peur des animaux. Donc, le psychologue a tout de suite vu que c'est que par l'eau qu'on peut calmer Marvin. Et donc, on remplit la baignoire, on le met dedans. Et comme on ne va pas continuer, la spécialiste ne va pas venir toujours à la maison pour faire le geste. Donc, d'où la mise en place de séances de balnéothérapie qui aide l'enfant à se calmer et à contenir son stress. Parce que quand le stress est trop poussé, l'enfant autiste devient violent. Il peut même aller jusqu'à se donner des coups. Il peut même aller jusqu'à se mutiler. Il peut même aller jusqu'à faire des choses qui ne sont pas vraiment supportables pour une maman ou pour une famille. Voilà. Oui, Jess. Alors justement, en parlant de ce comportement violent-là, est-ce qu'il y a eu des incidents déjà avec des frères et sœurs ou avec vous-même? Parce qu'on voit, en règle générale, les enfants autistes, lorsqu'ils ont des crises, ils deviennent très violents, même avec leurs parents, parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à se contrôler. Est-ce que vous avez déjà vécu ces incidents-là, soit avec un frère ou avec vous-même? Oui, surtout avec ses frères. Parce que comme ses frères avaient eu les consignes de ne pas le laisser faire ci ou ça, et quand il veut aller dans son monde, il faut tout de suite l'amener à sortir. Parce que plus on le laisse, plus il s'enlise dedans. Et pour ne pas qu'il s'enlise, dès qu'il commence à... Il avait des gestes qu'il faisait à partir, ses frères lui disent non, et il s'énerve, il prend un objet, il balance. Et quand il fait ça, son frère dit, bon, on va, même quand je ne suis pas là, on va remplir la baignoire, on va le mettre dedans, et puis on va le laisser jusqu'à ce qu'il se calme, mais ne pas le laisser tout seul. Hein. Il faut toujours l'assistance. C'est ça l'implication des parents. Cet enfant a besoin d'assistance à tout moment de sa vie, jusqu'à ce qu'il acquiert l'autonomie. Et pour acquérir l'autonomie, il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Philo, et que j'ai bien apprécié parce que il faut que toute la famille soit autour de cet enfant-là et autour de la famille de l'enfant pour qu'il ne se sente pas abandonné et qu'il ne se sente pas seul. Et Memel Espérance, alors, le thème nous dit que Marvin est toute votre fierté. Qu'est-ce qui vous rend si fier de votre fils? Waouh! Mon fils... J'espère que les autres ne seront pas jaloux hein, s'ils nous regardent en ce moment. Je suis arrivée en France. Vous savez, ce n'est pas facile quand on arrive déjà en France. Bien qu'on soit une famille française, toujours est-il qu'on vient d'un pays, on vient de la Côte d'Ivoire, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je cherchais un peu ma route, quoi, en quelque sorte. Je dis, bon, il faut bien que je trouve ma route. Et j'ai demandé, j'ai fait un courrier que j'ai adressé un peu partout, au maire de Grenoble, au président du conseil général, aux députés, aux différents députés, pour leur dire que, bon, moi, je suis maman d'un enfant
qui a été diagnostiqué autiste. Et donc, moi, j'ai besoin, en ce moment-là même, au départ, il n'avait même pas encore été diagnostiqué quand moi, j'ai croisé le maire. Quand j'ai fait les courriers, je suis allée avec Marvin. Ses frères vont à l'école, mais moi, je le déplace chaque fois avec moi parce que je ne peux pas le laisser. Il n'y a personne. Ce n'est pas comme ici, on dit il y a une servante qui va s'en occuper. Je vais faire les courses, je reviens. Tu sors avec ton enfant. Tu ne peux pas laisser aussi un enfant mineur tout seul dans la maison. Tu bouges avec lui. Et moi, je suis allée à mon rendez-vous et j'ai expliqué au maire, monsieur le maire, je suis désolée d'être avec mon fils parce que c'est lui qui est malade et il a besoin que je sois présente toujours à côté de lui. Donc, il était assis et il faisait le bruit. Comme il ne parlait pas encore, il faisait assez de bruit. Et j'ai dit, bon, je pense qu'il a envie de s'occuper. Et donc, il m'a donné une feuille. Parce que votre discussion l'ennuyait. L'ennuyait, parce qu'un enfant autiste ne peut pas faire 30 minutes de... Comme ça, à rien faire. À ne rien faire. Et même si c'est pour les prises en charge, c'est séquencé en 30 minutes par prise en charge. Au-delà, il devient nerveux. Il devient nerveux parce que ça commence à l'agacer. Ça commence à l'agacer. Donc, quand il a commencé, je lui ai donné une feuille et des feutres. Il a commencé à dessiner. Et il a dessiné le bureau du maire avec le maire derrière son bureau. D'accord. Suspense. On se croirait dans un film. Ouais. Alors, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, vous n'avez qu'à rester sur RTI 1. C'est juste l'heure de la pub. À tout de suite.